la guerre dans le champ électromagnétique, on dit aujourd'hui. Ce n'est pas foncièrement nouveau et on va y revenir parce qu'on aura un volet historique, mais c'est quelque chose en revanche qui redevient un enjeu majeur. Vous savez, on raisonne aujourd'hui dans les armées en multimilieu, multichamp. Multimilieu, terre, air, mer, espace et cyber. Et deux champs, le champ informationnel et puis le champ électromagnétique qui était un peu moins abordé jusque-là. Et il nous a été confié au sein de l'EMA la responsabilité de fédérer, d'intégrer, d'accompagner notre remontée en puissance sur ces sujets. Pas qu'on l'ait totalement délaissé, mais en fait quand même, face aux conflits qu'on avait abordés, on a eu toute une phase essentiellement de conflits dits asymétriques, où la maîtrise du spectre électromagnétique n'était pas un enjeu, pas clairement un enjeu parce que nos adversaires n'étaient pas dotés de capacités particulières. On se tourne aujourd'hui vers des conflits beaucoup plus durs, dits de haute intensité, illustrés bien sûr par l'Ukraine aujourd'hui, où là, il y a un combat pour le mégahertz, il y a une bataille pour le spectre électromagnétique. Et pourquoi ça a de l'importance sur le champ de bataille? C'est que sur le champ de bataille, tous les systèmes sont interconnectés. Tout fonctionne par les ondes. Les systèmes d'armes, les systèmes d'information, les GPS, tout ce qui permet d'intégrer la manœuvre au plus vite et d'aller très très vite dans l'action est dépendant des ondes. Donc celui qui maîtrise les ondes ou qui empêche l'accès de l'adversaire aux ondes va gagner la guerre. Je pense qu'on pourrait définir la guerre électronique comme l'exploitation de l'énergie électromagnétique pour acquérir un avantage comparatif sur le champ de bataille. Donc effectivement, ça revêt trois volets complémentaires. Le premier volet, qui est indispensable aux deux autres, c'est un volet de renseignement. Le deuxième volet est un petit peu plus offensif. Lui consiste à gêner, voire interdire une partie du spectre électromagnétique à l'adversaire, voire d'y injecter de fausses informations pour l'amener à prendre de mauvaises décisions. Et le dernier volet, c'est un volet plus défensif, qui consiste tout simplement à se prémunir des deux premiers types d'actions que je viens de décrire. La Première Guerre mondiale va vraiment être le pivot à partir duquel on va s'apercevoir de l'intérêt de cet outil et on va comprendre à quel point c'est un outil qui va devenir décisif dans les guerres modernes. Le deuxième grand moment, je dirais, de l'histoire de la guerre électronique, je pense qu'on peut le situer entre la Seconde Guerre mondiale et jusqu'à la fin de la guerre froide. On va vraiment s'apercevoir que ce combat, c'est un combat comme je disais, davantage comparatif, donc c'est un combat permanent et un combat d'innovation. Là, vous avez un radiogoniomètre donc, qui commence à être beaucoup plus compact, qu'utilisait par exemple la Gestapo pour retrouver les stations d'émission pirates des résistants, notamment en zone occupée. Le pari qu'on fait, en fait, le parti qu'on prend, c'est de se dire que gagner la guerre, en fait, c'est avoir une boucle décisionnelle plus rapide que celle de l'ennemi. L'un des objectifs, une des phrases qui est bien connue dans les forces armées russes, c'est la suivante: un tiers de brouillage, un tiers d'attrition, le reste tombera tout seul de manière kinétique. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Montgomery disait: si l'on perd la bataille dans les airs, on perd toute la bataille et on perd toute la guerre. Mais il faut commencer à s'habituer à l'idée d'un monde sans connectivité. Lorsque l'on conçoit les nouvelles armes, la question que je pose toujours aux personnes qui m'interrogent, c'est: est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être utilisé sans connectivité? Et s'ils me disent: ah, ça va être compliqué, eh bien à ce moment-là, je leur dis: mais il faut tout repenser. Donc s'agissant des armées françaises, c'est vraiment un impératif stratégique, ce n'est pas une coquetterie technique, c'est un impératif stratégique que d'accélérer notre réarmement dans le domaine de la GCEM, qui a été réduit, ça a été dit également, depuis la fin de la guerre froide, parce qu'on avait en face de nous un ennemi asymétrique, les djihadistes, et donc sans avoir véritablement perdu notre savoir-faire technique, ils ont été spécialisés, et en tout cas notre voilure capacitaire a été réduite. Il est temps aujourd'hui de lui redonner du souffle pour la réaugmenter et l'adapter à un compétiteur symétrique. Nous, on doit être en mesure de construire des écosystèmes capables de produire rapidement des capacités techniques dont on aura besoin en masse le jour où on sera en conflit de haute intensité. Je termine juste en citant l'exercice Orion 2026, donc un exercice
interalliés, interarmés, majeurs, deuxième édition après une première édition Orion 2023, centrée donc sur l'entraînement des armées, adapté à une conflictualité moderne. Ce sera, s'agissant de la guerre dans le champ électromagnétique, une sorte de grand incubateur pour nous. On va tester des capacités en lien avec les industriels, on va tester, on va mettre à l'épreuve de ce grand exercice des doctrines et on va construire, robustifier, adapter notre C2 pour pouvoir être prêt pour la guerre de demain.